Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis celui qui va bientôt partir en vacances. Je suis trouillé et je vous annonce que ça va être ma dernière vidéo avant peut-être 15, 20 jours, on verra. Ça va dépendre de ma flemme et de mon envie, mais il y aura une toute petite pause pendant quelques semaines avant de reprendre sur les chapeaux de roue. Je, Je n'ai jamais vraiment compris cette expression, je suis même pas sûr de bien l'utiliser, mais c'est pas grave. On va aujourd'hui parler des lectures du mois de juillet qui ne sont pas forcément très nombreuses, et on va aussi parler des débuts de lecture, puisque même si je n'ai pas tout terminé, j'ai déjà commencé un certain nombre de romans et j'ai un petit peu envie de vous en parler. Donc je vais lancer le générique et on se retrouve tout de suite après pour parler de tout ça. Vous avez été très nombreux à être super emballés quand je vous ai dit que j'avais commencé la lecture de Piranèse de Susanna Clarke ou Suzanne Clarke ou S. Clarke tout simplement. Eh bien, c'est terminé. Piranèse, c'est un journal très étrange d'une personne et on n'a pas beaucoup d'informations au début. On ne sait pas qui rédige ce journal, on ne sait pas où se trouve cette personne, on ne sait pas réellement si ce qui se produit est vrai ou pas vrai. On dépend de sa vision, de son point de vue. Cette personne est la narratrice, donc c'est elle qui dicte ce qu'on voit, ce qu'on comprend, ce qu'on ressent, et on dépend de cela. Donc au début, on est très perdu, et progressivement, on découvre l'exploration de cet étrange palais, de ce labyrinthe. Est-ce qu'on est dans un mythe de l'Antiquité ? Peut-être, et en même temps, certaines références, certains éléments nous laissent douter sur la temporalité, sur ce qui se produit. On découvre au fur et à mesure que ce personnage s'appelle Piranèse, même si là encore on en doute, parce que qui l'appelle Piranèse ? Eh bien c'est l'autre, cet autre habitant justement du labyrinthe, ce seul et unique habitant, qui lui donne de temps en temps des missions. Tiens, va explorer cette partie du palais. Tiens, va m'apporter ça, va prendre telle ou telle mesure. Piranèse s'exécute très gentiment parce que Piranèse est une bonne nature, elle aime le palais, elle admire ce qui s'y produit à l'intérieur et elle est extrêmement respectueuse. Mais progressivement, elle se met à douter. Est-ce que tout ça est vrai ? Est-ce que tout ça existe bien ? Est-ce qu'il n'y a pas un ailleurs en dehors de ce palais ? Est-ce qu'elle est bien toute seule avec l'autre dans ce palais ? Est-ce qu'elle est bien seulement Piranèse ? C'est un livre avec énormément d'interrogations au début et on va progressivement obtenir un certain nombre de réponses. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là, de découvrir Piranèse, son environnement et certain nombre de réponses en lisant son journal. On dépend toujours du journal et j'adore ce jeu-là, c'est toujours très intéressant de voir comment le lecteur dépend de ces informations, va les mettre en doute, va parfois les interpréter d'une bonne ou d'une mauvaise façon. Il y a un lien qui se crée parce que Piranèse, c'est vraiment un personnage qui est intéressant, qui est curieux, qui est spontané, qui va chercher à comprendre, parfois qui est blessé, qui est sensible. Donc c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. J'ai aimé voir ce personnage évoluer au fur et à mesure. J'ai apprécié cet univers. J'ai bien aimé la lecture du roman qui est rapide, courte, efficace. Vraiment, à chaque fois, ce ne sont pas des chapitres, ce sont des extraits du journal, donc c'est vraiment quelques pages. Et j'ai bien aimé cette espèce de côté un peu détective, où on cherche constamment à interpréter les choses. Je dois dire que c'est là où je me suis pris un petit peu au piège. C'est qu'à force d'interpréter, j'ai commencé à avoir d'énormes attentes pour ce roman et j'attendais beaucoup de la fin, beaucoup d'explications. Quand on commence à avoir des éléments de réponse, on devine très vite ce qui va se produire, enfin je trouve. Et comme on a tellement bien anticipé les choses, on s'attend à un plot twist, on s'attend à une autre révélation, à une autre lecture du roman qu'on nous donnerait à la fin. Et je suis un peu resté sur ma faim. Mes attentes étaient trop lourdes, je pense. Elles étaient trop importantes pour une œuvre comme celle-ci. C'est un roman qui fait 200 pages. Et soudainement, moi, j'étais pris dans
dans une forme de science-fiction. J'attendais quelque chose d'extraordinaire, d'immense, de quelque chose qui va me retourner le cerveau à la fin. Ça n'a pas été le cas. Et je dois dire que c'est pas grave. C'est ma faute entièrement. C'est moi qui ai commencé à m'emballer, mais en réalité, c'est pas le but de l'œuvre. En lisant un petit peu à droite et à gauche, je retrouvais le terme de fable qui revenait souvent. Et je dois dire que c'est un terme assez juste, dans le sens où c'est un texte qui est court, avec une autre lecture qu'on peut avoir, où on peut essayer d'interpréter par nous-mêmes la symbolique du texte. On peut se fier, on peut accepter la première lecture et les réponses qu'on nous donne totalement. On peut chercher à donner une autre interprétation au texte sans aller forcément dans quelque chose de très profond, de très complexe, je dirais. Complexe dans le sens, il y aurait une sorte de très très grand mystère, une sorte d'énigme avec telle chose, ça veut dire ça, ça veut dire ça. En fait, à ce moment-là, il se passe ça, on pensait que c'était ça, mais en réalité, la narration était... Vous voyez, des choses complexes comme ça, non, c'est pas le cas, c'est plutôt, je le répète, je trouve que le terme de fable est bien adapté. On peut avoir une seconde lecture et interpréter les choses autrement, mais c'est vrai que c'est pas nécessairement ce que je recherchais au départ. Voilà, je m'attendais à quelque chose d'autre. Donc la fin m'avait un tout petit peu... et en fait, je reste quand même content de cette lecture que j'ai appréciée et je continue de réfléchir un petit peu sur le sens et la symbolique d'un certain nombre de choses. Donc je recommande sans problème Piranèse, vraiment, petit récit sympathique qui vous emmène dans un monde onirique, et ça aussi je dois le dire, c'est important. Il y a une forme de beauté qui se dégage dans cet univers, il y a de jolies descriptions et j'ai beaucoup aimé le monde du palais qui a contribué énormément à cette impression de jeu vidéo. J'avais l'impression d'être enfermé et de découvrir au fur et à mesure des pièces, des parchemins, des papiers avec des informations. Et j'ai bien aimé cette inspiration-là de la mythologie de l'Antiquité. J'ai fini Histoire d'une Grecque moderne de l'abbé Prévost. Histoire d'une Grecque moderne, il faut imaginer Joe de You, hein, la série Netflix, l'espèce de psychopathe qui se choisit qui tombe amoureux soudainement d'une femme et qui va tout faire pour obtenir son amour de manière tel un psychopathe. Le narrateur est un homme riche en Turquie qui va délivrer une esclave. Il va être ébahi par sa beauté et il se dit mais une telle créature ne peut être que vertueuse, je dois la délivrer et l'amener sur le chemin de la vertu. Et il le fait en attendant, en espérant qu'elle tombe amoureuse de lui. Sauf que Théophée, la jeune grecque, n'a pas l'air de partager ces sentiments-là et repousse à plusieurs reprises les avances du narrateur, qui va rentrer dans une forme de folie et de passion, parce que lui ne comprend pas du tout ça. Et c'est là où je vous dis qu'on commence à se rapprocher de You, c'est que le narrateur qui se veut calme, tempéré, vertueux, va être de plus en plus détraqué, va se mettre à l'espionner, à lui mentir, à se jouer d'elle, à essayer de trouver des plans toujours plus complexes et farfelus pour découvrir la vérité, parce que si cette jeune femme ne veut pas de lui, c'est forcément une ingrate, c'est forcément quelqu'un d'impur, et il veut découvrir cela. Et j'ai fini par me prendre au jeu. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais un peu... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'était un peu long, c'était un peu difficile à lire parce qu'il n'y a pas de chapitre, c'est que des textes, du texte. Et parfois, on est un peu... Fais une pause, l'abbé Prévost, je t'en prie. Mais je dois dire qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à m'amuser, en fait. Voilà, j'ai commencé à trouver ça drôle parce que le narrateur devient mais vraiment terrifiant. Et ce qu'il entreprend à chaque fois est de plus en plus ridicule, de plus en plus pathétique. On n'a que le point de vue du narrateur, donc on dépend de lui. Ça aussi, c'est terrible, et en même temps, c'est ça qui est plaisant. On voit le texte à travers les yeux d'un personnage qui perd pied. Et donc, ça nous pousse à nous éloigner de plus en plus de lui. Au début, on a envie d'adhérer à ce qu'il nous raconte, et au bout d'un moment, on dit « Non mais attends, stop, tu fais n'importe quoi, c'est horrible, c'est terrible. Arrête. » J'ai bien aimé parce qu'il y a cette lecture, on peut choisir d'accuser complètement Théophée et de la considérer comme responsable du malheur du personnage, ou inversement, choisir de croire que Théophée est une jeune fille tout à fait ordinaire, qui n'a qu'une envie, c'est de vivre enfin sa liberté, et pas forcément avec celui qui vient de l'acheter. Un jeu intéressant en réalité. Au début, j'étais un peu, ouais, on a compris, c'est les femmes coupables et les hommes qui sont faibles. Je
nuance un peu mon propos. Je trouve que l'abbé Prévost a réussi à construire quand même un texte intéressant et plaisant, même si j'ai été complètement déçu par la fin, où on sent qu'au bout d'un moment, il se dit ouais, allez, stop, j'arrête tout, on termine, et le texte se termine un peu comme ça. Voilà. Moi je lisais, il se passait plein de choses, et puis soudainement on tourne une page, oh ben c'est la fin. J'ai lu une interprétation que je trouve intéressante, j'avais envie de vous la partager, c'est qu'il y a tout un tas de personnages qui tombent au fur et à mesure amoureux de Théophée, la jeune grecque. L'analyse sur ces personnages-là, c'est qu'ils représentent chacun une partie du narrateur, une partie qu'il n'assume pas. Par exemple, on a le frère de Théophée qui la rencontre, qui découvre sa sœur, et qui tombe amoureux d'elle. Et j'ai trouvé ça très étrange et bizarre. Et pour beaucoup, ça représente en fait la part du narrateur qui lui-même est souvent considéré un peu comme le père de Théophée. Il est plus âgé et un certain nombre de personnages d'ailleurs se méprennent et disent ah, vous êtes le père de la jeune fille. Il dit non, je suis simplement un ami. Et ça représente justement cette part incestueuse de lui qui veut arriver à dépasser. Lui, il voudrait que Théophée soit sa femme. Et elle, on le voit bien au début, elle le considère peut-être comme une autre figure paternelle. Donc il y a une interprétation psychologique très intéressante là-dedans. Après, est-ce que je vous le conseille? Absolument pas. Je pense que vous pouvez totalement faire votre vie sans lire l'abbé Prévost. Fuyez. J'ai commencé à lire le tome 2, Mort au G, de Claire Duvelier, la suite de Capitale du Nord. Vous savez, c'est donc ces sagas Capitale du Sud, Capitale du Nord qui se passent dans le même univers et donc qui vont faire légèrement écho l'une à l'autre, c'est-à-dire que les événements de Capitale du Sud peuvent avoir des répercussions dans Capitale du Nord et inversement. Et à la fin du tome 1 de Capitale du Nord, on était laissé sur un cliffhanger terrible, un chapitre effroyable. Et c'était chouette parce que je m'étais un petit peu ennuyé dans le début du tome 1. Là, je dois dire que le début du tome 2 est un peu plus intéressant parce que les personnages continuent d'explorer la magie de l'univers, les objets étranges. Et en même temps, c'est un peu frustrant parce que on voudrait tout de suite revenir sur les événements du premier tome. On voudrait tout de suite qu'ils cherchent à mieux les comprendre, à mieux les interpréter. Et pour le moment, ce n'est pas le cas parce qu'ils ont d'abord d'autres affaires à régler. On sent que ça risque d'être plutôt laissé pour le tome 3. Et là, pour le moment, on est dans une espèce de quête intermédiaire. Un petit peu comme c'était peut-être pour Capitale du Sud, je ne sais pas, où les personnages vont un petit peu se découvrir, évoluer, chercher. On a les deux personnages d'Amalia et Jonas qui commencent à évoluer, je les trouve très intéressants, je les apprécie davantage. Amalia a perdu un petit peu ce côté aristocrate qui fait la leçon à tout le monde, ce qui était voulu, je pense, dans le tome 1, et en même temps, ce qui la rendait très agaçante. Pour le moment, c'est une lecture qui est très plaisante. Les chapitres sont une fois de plus très courts, moi j'apprécie ça. On lit 20 pages, on s'arrête, on passe à autre chose, on revient le jour suivant et dans 10 jours on a terminé. Moi je trouve ça très très bien, c'est un bon rythme de lecture. Et donc je continue à apprécier ces deux sagas. Capitale du Nord, j'ai hâte de voir le dénouement de tout ça et qu'on attaque quand même le vif du sujet. Pour le moment, bon après j'ai lu que les 100 premières pages, mais on n'est que sur les répercussions du tome 1 sans réellement chercher à comprendre ce qui s'est passé. J'ai commencé à lire Bernard-Marie Coltès dans La solitude des champs de coton. Bernard-Marie Coltès, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, honnêtement, je le connais que de nom, j'ai pas encore assez exploré son œuvre. C'est un dramaturge, c'est un auteur de théâtre qui produit un théâtre qui, je dirais, est très verbal. Vous allez me dire, c'est le principe du théâtre, mais où on a des personnages qui vont parler beaucoup, et derrière ce discours-là se cache souvent une réflexion sur la société, sur la vie, sur l'homme en général. Et je dois dire que c'est un petit peu le problème que j'ai avec Dans la solitude des champs de coton. C'est deux personnages, le dealer et le client, qui se rencontrent dans un soir. Le dealer va tout faire pour faire en sorte de vendre quelque chose au client, et le client va tout faire, lui, pour, a priori, ne pas acheter ce que propose le dealer. Que vend le dealer ? On ne sait pas. Que cherche le client ? On ne sait pas non plus. C'est toute une réflexion sur le désir, ce que les gens veulent ou ne veulent pas, et je dois dire que c'est compliqué pour moi. Voilà. Moi, un texte où il n'y a pas vraiment d'histoire, où c'est de la philosophie un petit peu déguisée, j'ai vraiment du mal. Après, c'est du théâtre, peut-être que sur scène, c'est peut-être plus puissant, plus intéressant, j'en doute pas. Je trouve ça intéressant ce qu'il raconte, mais
moi j'y arrive pas. J'ai lu les 30 premières pages, j'avais complètement oublié ce qui se passait parce que il se passe rien, donc j'ai recommencé, j'ai relu, j'ai l'impression de ne pas avancer, que c'est toujours un petit peu en boucle sur la question du désir. Ça me rappelle un petit peu Platon qui lui-même utilise un peu le concept du discours pour amener à la philosophie, à la réflexion, mais ça me dépasse. Voilà, c'est pas pour moi, ou en tout cas c'est pas pour mon petit cerveau. J'avais apprécié davantage peut-être Roberto Zucco parce que justement il se produisait peut-être un peu plus d'événements, c'était un peu plus découpé, où on avait quand même plus de personnages, une réflexion sur euh, la violence dans nos sociétés. Roberto Zucco, hein, c'est une histoire horrible, inspirée d'un fait réel. On a un serial killer italien, magnifique. Bernard-Marie Coltès découvre un jour cette histoire et se dit, tiens, j'ai envie de créer une pièce de théâtre autour du mal absolu et de ce qu'il est capable de produire et de faire et de comment la société réagit par rapport à tout ça. Je vais pas en dire plus, je vais essayer de finir ça tranquillement, je sais pas si je vous en reparlerai, peut-être que oui, si mon avis a complètement changé, mais j'en suis pas extrêmement convaincu. Le meilleur ou le pire pour la fin, ça dépend du point de vue, et moi je dois dire que c'est les deux en même temps. J'ai donc commencé la partie 2 du Don de la Mort, la Guilde des Ombres. C'est un appel à l'aide, c'est un appel au secours. On commence à la partie 2 avec le point de vue directement de Camargue, et j'en peux plus, il est horrible, parce que là, j'ai l'impression que cette partie 2, ça va être justement Fess partie. Ça va être Fessland. C'est que des obscénités à la suite. J'ai vraiment fait à peine le début et je suis déjà mais 1000 fois choqué de tout ce que j'ai pu entendre. Et je suis mais par pitié, par pitié. Pour vous dire, dans la partie 1, on a l'histoire parallèle d'un personnage qui se retrouve coincé chez les elfes et je m'intéressais pas du tout à cette histoire. Dans la partie 2, je commence à l'aimer parce que c'est moins fesse qu'avec les autres personnages. Voilà. Lui, on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare, il y a une histoire qui est en train de se dérouler, il y a les elfes, il y a le procès, il y a plein de problèmes. À la limite, ça m'intéresse peut-être plus que savoir si Camargue et Panama vont crac ou pas. Au secours, au secours, au secours. Dans quoi m'avez-vous embarqué? Voilà, c'est tout. J'ai pas d'autre chose à dire. Je voulais juste partager mes larmes et ma souffrance. Et c'est sur ces belles paroles que je vais vous souhaiter de bonnes vacances si vous êtes en vacances, ou en tout cas de profiter de ce soleil, de cette chaleur qui arrive, il fait ultra chaud, et de bien vous reposer, de lire aussi. Dites-moi ce que vous allez lire pendant ces vacances. Je ne vous l'ai pas dit dans cette vidéo, vous le découvrirez plus tard, mais j'ai aussi ma lecture de vacances que je vous révélerai très bientôt. Je vous embrasse très fort, je vous dis comme d'habitude au revoir, merci à tous. Bye bye, bonne journée, bon dimanche, bon vendredi, bonne semaine, bon mois de juillet, d'août 2024, 2023, enfin non pas 2023 mais peut-être 2025. Merci à vous, bye bye.